Le voici, on l'applaudit bien fort. Bonne conférence à tous. Bonjour, merci à tout le monde de venir m'accueillir sur ce créneau de sieste. Donc je vais essayer de dynamiser un petit peu tout ça. Donc j'ai essayé de faire une entrée déjà à la Tom Cruise version cheap. Donc là on voit Radio France avec un vélo. Donc je vais vous parler de vélo. Est-ce que tu peux juste cliquer là? Ou juste sur n'importe où. C'est bon. Donc je vais vous parler d'accessibilité et de pistes cyclables. Donc l'accessibilité, c'est un sujet que les gens connaissent un petit peu de loin, et je vais essayer de faire une analogie avec les pistes cyclables pour vous sensibiliser un petit peu plus. Et donc je vais faire un retour d'expérience sur comment on a pris en compte l'accessibilité sur le site francebleu.fr. Et fait rare peut-être ici, ça parle que d'hier, ça a été fait à la main. Donc qui je suis, je m'appelle Lang, je suis lead dev chez Radio France sur le site France Bleu, qui s'appelle aussi Ici depuis janvier. Ça fait 20 ans que je suis dev et ça fait 6 ans que je fais du web. Je fais du vélo taf, comme vous avez pu voir mon entrée, et je danse le blues et j'apprends la LSF depuis septembre. Donc de quoi on va parler? On va parler d'accessibilité numérique. Donc ça va être, je vais raccourcir ça sur les slides avec A11Y, donc ça veut dire accessibility. C'est les 11 lettres entre le A et le Y, si vous vous posez la question. Et donc, l'accessibilité, ça s'adresse à qui? Donc c'est pour les personnes qui subissent la perte ou la restriction des possibilités à participer à la vie de la collectivité, à égalité avec les autres, à cause d'une ou plusieurs déficiences. Et donc là, on va parler d'accessibilité web. Donc ça va bénéficier en premier aux personnes qui ont des déficiences sensorielles, motrices ou cognitives. Donc souvent, on va penser accessibilité. Il faut que je pense au lecteur d'écran. Donc par exemple, VoiceOver ou TalkBack. Donc ça va être principalement pour les personnes aveugles. Mais il y a aussi les personnes daltoniennes. Donc il faudra faire attention à l'usage des couleurs. Personnes malvoyantes. Donc il faudra faire attention, par exemple, souvent ces personnes-là vont agrandir l'écran pour mieux voir. Personnes sourdes et malentendantes, donc souvent les sous-titres ou la transcription. Des personnes qui présentent des troubles moteurs, donc par exemple qui ne peuvent pas naviguer à la souris. Donc il faudra penser à la navigation au clavier. Et il y a aussi les personnes avec des déficiences cognitives, intellectuelles ou neurodivergentes. Donc là, c'est un peu plus compliqué, mais pour vous donner un exemple, c'est par exemple des personnes qui vont être sensibles à tout ce qui est animation, à qui ça donne la nausée. Donc il faudra faire attention aussi quand on utilise des animations. Et donc, l'accessibilité, c'est pour tout le monde. Qui est concerné? Donc j'imagine que vous êtes dans les secteurs que je vais vous décrire. Donc à partir de la fin de ce mois-ci, il y a le European Accessibility Act qui entre en vigueur. En fait, c'est l'article 47, qu'on appelle aussi la loi handicap de 2005, qui va être étendu à toutes les entreprises B2C dans la téléphonie, le média audiovisuel, l'e-commerce, le secteur bancaire et le transport. Donc ça fait quand même beaucoup de secteurs. Et j'imagine en plus vous êtes agence ou ESN, c'est typiquement vos clients. Il y a des autorités de contrôle qui ont été définies. Donc par exemple pour Radio France, médias audiovisuels, ça sera l'ARCOM. Pour le e-commerce, ça sera par exemple la DGCCRF. Et qui dit autorité de contrôle, il y aura aussi enfin des amendes, des sanctions. Les supports qui sont concernés, c'est les sites web. Ça va être ce que je vais vous présenter. Les apps mobiles, si vous faites du logiciel, si vous avez des PDF sur vos sites, et par exemple pour les secteurs bancaires ou le transport, les bornes ou les terminaux. Ce qu'il faut faire pour la fin du mois, c'est qu'il faut faire une déclaration d'accessibilité et indiquer sa conformité
par rapport au RGA, le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Donc, il faut indiquer si on est non conforme, donc inférieur à 50%, si on est partiellement conforme ou totalement conforme. Il faut également publier un schéma pluriannuel, c'est-à-dire les actions que l'entreprise va faire dans les 3 ans pour atteindre une conformité, donc 100%. Et chaque année, il va falloir publier un plan d'action annuel, ce qu'on a fait durant l'année passée. Et si vous avez des questions, là, il va falloir vous retourner vers votre juridique. Là, normalement, il doit être un peu en panique, normalement. Et sur ici, donc ici, ça ne marche pas. Si, c'est bon. Oups, c'est un peu spoil. Ça, si vous ne connaissez pas, c'est le site des radios locales de Radio France. Donc il y en a un petit peu partout dans la France hexagonale. Et c'est également un site d'information locale. Donc on est plutôt... c'est aussi également les médias locaux. Donc il y a un rapprochement avec France 3 Régions. Et donc notre population, ça va être plutôt... la population typique, ça va être plutôt des personnes de plus de 60 ans en région avec des devices un peu vieillissants. Donc ça va être typiquement des personnes sujettes à des déficiences visuelles, moteurs et cognitives. Donc c'est pour ça que l'accessibilité, c'est un combat assez important pour nous. Donc il y a des outils automatiques qui ne sont pas faits avec de l'IA, mais il y a quand même des outils automatiques pour vérifier si on est conforme avec de l'accessibilité, donc notamment Google Lighthouse. On peut ajouter ça aussi avec des tests unitaires avec DQAX. Et le framework qu'on utilise chez nous, c'est Svelte. Il nous permet aussi de faire des checks d'accessibilité. Et donc en 2022, on était quasi à 100%. Mais, spoiler, on n'était pas du tout accessible. Les tests automatiques, ça couvre qu'une toute petite partie de l'accessibilité. Donc pour vous montrer un peu, on était comme ça au début. Ça, qu'est-ce que c'est? Je ne pense pas qu'il y ait des gens qui ont peut-être connu ça. On est en 82. C'est les premières pistes cyclables. Là, elles sont bleues. Elles étaient bleues à l'époque. Sous Chirac, on est sur Rivoli. Et on les appelait les couloirs de courtoisie. Ça a été surnommé très vite les couloirs de la mort. Parce que là, du coup, vas-y, ça ressemble à ça. Donc là, on est sur Rivoli. Il y a une piste en plein milieu, entre les taxis et les camions. Notre site, c'était à peu près ça. On avait fait quelques petits trucs d'accessibilité, un peu de peinture bleue, et voilà, que les gens se débrouillent. Vas-y, tu peux cliquer là. Voilà, donc c'était pas hyper agréable. Donc ce qu'on a commencé à faire, c'est de la sensibilisation. Donc il y a notre UX Morgane, à l'époque, qui avait suivi une formation d'accessibilité. Donc elle nous a fait une restitution, ça nous a un petit peu sensibilisés. Côté UI, il y a eu un premier travail sur la correction des couleurs pour les contrastes. Souvent, quand les UI pensent à accessibilité, ça va être attention au contraste. On a des journées de veille pour chaque sprint, qu'on appelle DECOP, qu'on a orienté sur des sujets d'accessibilité. Donc voilà, quelques sujets, comment utiliser un lecteur d'écran, comment naviguer au clavier, des choses comme ça. Et voilà, il faut forcément une photo de chat pour une présentation. Donc là, c'est le chat de notre PO qui suit la restitution de notre COP. L'accessibilité, c'est pour tout le monde. Parmi les actions qu'on a entrepris suite à cette sensibilisation, alors c'est bête à dire, mais on a mis le site en français. On avait oublié juste le petit attribut FR dans notre body HTML. Et donc, pardon, si vous avez un système en anglais, votre technologie d'assistance va lire tout votre contenu en anglais. On a ajouté également des attributs ARIA et role. Donc, ce sont des attributs qui vont en HTML qui vont aider les technologies d'assistance pour améliorer l'accessibilité. On a
pris en compte le Prefer Reduced Motion, donc c'est pour détecter que l'utilisateur ne veut pas d'animation ou moins. On a fait des travaux sur nos cases, on avait des problèmes de focus et de liens, et on a surtout ajouté un lien d'évitement. Donc c'est les liens quand on navigue au clavier en tabulation, et donc dès qu'on arrive sur la page ici, on peut passer directement au contenu principal. Sinon, on est obligé de se taper tous les liens avant d'arriver au contenu principal. Et chez nous, on avait une trentaine. Donc, voilà. Il n'y a pas beaucoup de réseaux aussi. Bon. On a enfin ensuite fait une phase d'apprentissage. Donc là, vous reconnaissez peut-être les pistes qu'on appelait les pistes Covid. Donc c'est des pistes c'était à l'époque pour vraiment encourager l'usage du vélo, qui ont été faites très rapidement, un peu de peinture, des plots jaunes, on regarde un peu comment ça se passe. C'est pas parfait, mais après on peut voir un peu l'usage et ensuite rectifier le tir. Donc ça a été un peu notre stratégie. Donc ça s'est fait avec l'arrivée d'un expert accessibilité qui venait de chez Temesis. Il nous a fait une formation pour les devs et pour les designers. Et il nous a fait un audit de nos 3 pages typiques, la page d'accueil, une page d'article et une page de liste. Donc, étrangement, on avait un taux de conformité assez élevé, de 57%, mais il y avait des points bloquants et des points critiques. Donc, il nous a indiqué des corrections rapides à faire, donc, avec notre code base qu'on avait à l'époque, sans trop modifier, donc vraiment un peu comme un peu de peinture jaune pour corriger ces points bloquants. Donc, parmi ça, on avait un problème quand on était en zoom en 200%, il y avait des gros soucis de lisibilité. Donc là, on a zoomé ce bouton, on n'arrive plus à lire le label parce qu'en fait, on avait mis des unités absolues et pas relatives. Donc c'est un peu comme cette piste cyclable en fait, qui prend toute la place pour la voiture. On avait également un souci de perte de focus quand on allait sur des éléments interactifs. Donc avant, c'était comme ça. Là, il faut vraiment indiquer à l'utilisateur où est-ce qu'il est quand il navigue au clavier. Sinon, ça fait comme cette piste cyclable qui disparaît tout d'un coup. On avait un problème de non accessible. Donc, souvent, les devs ils savent que quand il y a un bouton qui est juste une icône, il faut un label avec un ARIA-label. Mais ce qu'ils ne savent pas forcément, c'est que le non accessible doit reprendre l'entièreté du contenu visible. Donc là, c'est les boutons qui sont en mobile et là, quand on passe en version desktop. Mais sauf quand l'ARIA-label qu'on avait mis, c'était par exemple, ici, regardez le direct. Et s'il y a des personnes qui utilisent des technologies où on vocalise en disant « clique sur le bouton télévision », et ben, du coup, c'était pas reconnu. Donc là, il fallait vraiment mettre « regardez le direct télévision », et là, du coup, c'est reconnu. Là, un des gros problèmes aussi, c'est que souvent, les devs, et même poussés par le SEO, ils se disent il y a une image, il faut absolument que je mette un alt, un texte alternatif, donc quand il n'y a pas l'image, ou quand on utilise les technologies d'assistance. Et c'est pas forcément toujours pertinent. Donc ici, le alt, c'était la description de l'image. En fait, c'était pas vraiment une description, parce qu'on a un autre problème, c'est qu'ils mettent plutôt la légende à la place de la description. Et donc là, il disait Landerneau va de nouveau tenter de battre le record du monde du plus grand rassemblement de Schtroumpf. À Landerneau, pour être sûr de battre un record du Schtroumpf du monde, on interdit de vendre à boire au Schtroumpf. Pardon. Et donc du coup, il lisait vraiment tout ça, et c'était vraiment beaucoup trop verbeux. Donc la solution, c'était de mettre un alt vide, donc ça on a le droit, ou alors de mettre ARIA hidden à true pour que ce ne soit pas lu. Donc c'est un peu comme cette piste cyclable. Donc c'est pas des images générées, hein, c'est des vraies images trouvées sur un site où il y avait les pires pistes cyclables du monde, en France pardon. Et donc là c'est piste plus obligatoire, piste obligatoire, piste plus obligatoire, piste obligatoire. Donc voilà, trop verbeux. Ensuite, on est passé enfin aux choses sérieuses, des vraies pistes cyclables. Donc, depuis la loi LOM de 2019, chaque fois qu'on refait une voirie, il faut penser à mettre du mobilier urbain. Donc, par exemple, les accroches vélos à côté. Il faut penser à mettre un sas vélo, des emplacements PMR, des pistes cyclables.
Et donc, c'est l'approche qu'on a fait. Avant, on avait un process plutôt en cascade où en fait, c'est de travailler côté UX, puis UI, puis c'était passé au dev, le tout chapeauté par des PO. Et après, on a revu tous nos process, depuis le cadrage, conception, implémentation et le développement. Et on a intégré l'accessibilité au même titre que l'éco-conception à chaque étape de notre process. Donc à chaque étape, il y a des ateliers, des interactions et des retours avec tous les corps de métier, UX, UI, PO, Dev et notre expert accessibilité. Et donc c'est un peu le thème de la Working Conf, j'ai l'impression, casser les silos. Voilà, je l'ai placé. Voilà. Donc on a fait un value stream mapping, si vous connaissez cet atelier, pour redéfinir nos process et prendre en compte tout ça. La répartition des rôles, donc l'accessibilité, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour les devs. Souvent, on va penser que c'est que pour les devs. Côté UX, il faut penser dès la conception, il faut penser aux navigations et aux interactions. Faut faire des recherches utilisateurs avec des personnes en situation de handicap. Il faut penser aux textes alternatifs pour les boutons. Côté UI, le contraste, ça normalement ils connaissent. Il faut penser aussi que les CTA, les boutons, doivent être visibles tout le temps, même si ils sont considérés comme désactivés. Il faut aussi penser à des composants réutilisables quand on zoome à 200%, et aussi penser à styler le focus. Côté dev, il y a la sémantique HTML qui est très importante. Donc après, pensez à ajouter des attributs ARIA s'il faut, et essayer de tester vraiment avec des technologies d'assistance, donc par exemple VoiceOver, ou vraiment aussi en navigation clavier. Voilà, donc si vous voulez aller plus loin, il y a une sorte de matrice avec une proposition de répartition de rôle. Donc on a fait progressivement toutes les pages parce qu'on avait rebasé nos nouvelles pages sur une nouvelle DA et sur la recherche utilisateur. Et donc on a pris en compte l'accessibilité dès le début pour ne pas être obligé de tout recasser, un peu comme ce qu'ils ont fait sur cette nouvelle piste bidirectionnelle sur Lafayette. Donc parmi les composants qu'on a vraiment revus, c'était les composants les plus interactifs, comme cette navbar avec des menus déroulants, ce qu'on appelle des chips, un peu aussi des menus, une barre de recherche, et ce que les gens en accessibilité ont un peu en horreur, mais que les gens du produit adorent, un carrousel. Là, le carrousel, le truc auquel il fallait vraiment penser, c'est pouvoir passer la section. Donc ce bouton, il apparaît uniquement quand on navigue au clavier, et des boutons vraiment pour pouvoir naviguer et pas se baser uniquement sur le swipe. Il y a également un autre composant que les gens adorent, mais qui n'est pas du tout accessible, c'est les date pickers. Donc c'est les calendriers qui permettent de choisir une date. Là, par exemple, c'est la page de la grille des programmes. Donc ça permet sur cette page de voir ce qui a été diffusé sur les 15 derniers jours sur ici Alsace. Avant, il y avait un champ avec un date picker. Finalement, on a revu ça carrément au niveau UX et on s'est dit que juste une liste déroulante avec les 15 derniers jours, c'était beaucoup plus pratique même pour l'utilisateur. On a finalement fait un audit complet en mai 2024, donc sur 21 pages représentatives, et on avait un taux de conformité de 51%. On a pris en compte les retours, tout ce qui était bloquant et critique. Donc, par exemple, il y avait la perte du focus. Quand on ouvre une modale, quand il y a une action dessus ou qu'on la ferme, il faut que ça revienne exactement là où on était. Sinon, ça fait des pertes de focus un petit peu bizarres. Quand on ouvre un menu, quand on navigue au clavier, avant on avait un bug, en fait, on était bloqué dans ce menu, on ne pouvait pas ressortir, donc un peu comme cette mini piste cyclable où on ne sait pas comment on entre ni comment on sort. Et il y avait quelque chose, on s'était dit à l'époque, ajoutons plein d'attributs ARIA pour être accessible. Et en fait, un attribut ARIA qui est mal utilisé, ça peut être encore pire.
Donc ce qu'il faut faire, c'est privilégier le HTML, donc la sémantique, tout ce qui est hiérarchie et structure, puis ensuite le CSS, et enfin le JS, vraiment pour ajouter l'interactivité. Je ne sais pas s'il y a des devs ici. Il y en a peut-être dans le futur qui vont regarder parce qu'ils sont en mission. Donc je m'adresse à vous. J'étais comme ça quand j'ai commencé Dev Web en 2019. Je mettais des divs partout, ce qu'on appelle la soupe de divs, surtout les développeurs React. Et donc je mettais un div avec un rôle bouton. Et en fait, quand on ajoute un rôle bouton, ça a des notions, ça implique des comportements qui sont attendus par l'utilisateur, et notamment qu'on puisse activer le bouton à la fois avec la barre espace et la touche entrée. Et donc là, juste là, ça marche qu'avec la touche entrée. Donc ce qu'il faut, c'est utiliser la balise bouton. Ça indique vraiment que c'est un bouton, si jamais c'est une action, ou la balise A, pour dire que c'est une navigation. Il y a parfois des problèmes d'intégration. On peut avoir une belle piste cyclable comme ça, qui est tout à fait fonctionnelle, et qu'après on ajoute une nouvelle feature de pub, et ça donne ça. Donc si vous ajoutez une nouvelle feature, faites attention, il faut retester, parce que ça peut casser l'accessibilité. Aujourd'hui, on fait toujours des sujets de cop. C'est toujours assez curant, parce que en fait, c'est un sujet qui est tellement vaste, on a encore tellement de choses à apprendre. Donc notamment, on a un peu plus poussé sur comment utiliser VoiceOver, comment les personnes aveugles, comment elles utilisent les sites. On s'est un peu intéressé aussi au facile à lire et à comprendre. Donc peut-être vous vous en souvenez, pendant le Covid, il y avait la fameuse attestation. Il y a une version en Falc qui est sortie avec du langage simplifié et des icônes. Donc on a un peu creusé ça pour voir si c'était possible d'appliquer ça sur notre site. On fait de la sensibilisation à l'accessibilité dès les nouveaux sujets. Chaque fois qu'il y a un nouveau membre de l'équipe qui entre, on va le sensibiliser tout de suite. Et on a sensibilisé toute notre SI en proposant aussi un atelier escape game, accessibilité, avec une initiation à VoiceOver ou TalkBack, par exemple pour naviguer sur des sites de moins en moins accessibles, jusqu'à aller sur une commande de sushi où c'était complètement impossible de commander. Ça nous impacte pas uniquement au boulot. On aime bien jouer entre midi et deux. Et par exemple, dans notre équipe, il y a une personne qui était daltonienne. Et donc tous les jeux qui sont basés sur la couleur, c'était un peu compliqué. Et on s'est aperçu qu'il commençait à avoir des jeux qui étaient accessibles. Donc là, c'est un jeu qui s'appelle Sea Salt and Pepper, qui est basé beaucoup sur les couleurs, mais qui utilise un système qui s'appelle Color Add, qui permet aussi de différencier à partir d'une iconographie plutôt que uniquement les couleurs. Et par exemple aussi, cette présentation, vous avez dû voir que la police est un peu bizarre, ou pas habituelle. Ça s'appelle Atkinson Hyperlegible, donc ça a été conçu par le Braille Institute, et ça met en lisibilité. Donc notamment, on voit vraiment une différence entre un grand O, un 0, et un O suédois, ou un P et un Q. Il y a une petite Q qui repart pour vraiment aider les personnes dyslexiques à faire la différence. Actuellement, on a un taux actualisé de 62%. On est partiellement conforme, mais on a encore beaucoup de choses à faire pour avoir 100%. Le taux de conformité, c'est quelque chose qui est valable à un instant T, donc il faut faire quand même attention. On va bientôt faire des tests utilisateurs avec des personnes handicapées. Et surtout, on a atteint ce taux-là sans chercher uniquement en essayant d'améliorer l'accessibilité et pas à chercher à avoir un score. Le taux de conformité, c'est absolument pas un score. Donc, je vous rappelle la loi de Goodhart, lorsqu'une mesure devient un objectif, elle cesse d'être une bonne mesure. Il peut y avoir des sites qui sont 100% conformes, mais qui ne sont pas du tout accessibles. Pour arriver à ce taux de 100%, on ne pourra pas le faire tout seul, juste notre équipe ici. On a besoin, par exemple, on a beaucoup de contenu audio, donc on a besoin de l'équipe back-end qui s'occupe de la transcription audio. Donc là, pour le coup, un usage de l'IA qui est utile et raisonné.
On a besoin, côté back-end, dans notre back-office aussi, qu'ils puissent prendre en compte, par exemple, mieux les images, pour enfin ajouter une description à l'image et pas uniquement la légende. On a besoin aussi qu'ils précisent la langue de notre contenu, parce qu'en fait, on a des langues régionales, et de l'occitan, de l'alsacien, du basque, ça, c'est pas bien lu quand c'est lu en français. Voilà, donc on a besoin de tout le monde. Donc en conclusion, formez votre équipe, faites-vous accompagner par des experts. Ne faites pas comme nous, vous allez perdre du temps. Si vous faites par vous-même, c'est vraiment un sujet compliqué. Donc il faut vraiment vous faire accompagner par des experts. Faites des tests utilisateurs et surtout intégrez l'accessibilité à votre process dès le début. Sinon, vous allez devoir tout recasser. Et voilà. Et l'accessibilité, c'est pour tout le monde. Je suis allé vite. Si, c'est pour la captation, je crois. Merci pour ta braise. J'avais juste une question par rapport à la typo que tu as montrée. Ouais. Est-ce que, en gros, la typo utilisée rentre quand tu fais un audit, dans le score que tu peux avoir sur ton site, ou non? Non. Ok. C'est pas du tout dans les critères. On essaie de ne pas avoir des typos trop illisibles. Et j'ai pas vu de site qui utilise. Et du coup, vous l'utilisez pour tous vos contenus texte, enfin que ça soit titre. Non, chez nous, par exemple, on utilise ce qu'on appelle système UI. En fait, c'est la police par défaut du navigateur. Ok. Voilà. Merci. Mais si jamais tu veux améliorer l'accessibilité, ça peut être une bonne idée d'utiliser une police plus accessible. Il n'y a pas que celle-là, mais voilà. Ok, merci. Bonjour et merci beaucoup pour ta présentation. Moi j'avais une question, c'est assez ouvert, je ne sais pas si vous rencontrez cette situation, c'est par rapport au voice-over sur des informations sensibles, notamment mots de passe ou révéler un PIN, etc. J'ai fait un petit benchmark mais j'ai pas eu de vérité vraie, on va dire. Je ne sais pas si tu as rencontré ce cas-là ou si tu as un avis sur la question. On a... Malheureusement, nous, on n'a pas de partie avec un compte ou un mot de passe. Je ne sais pas vraiment comment c'est géré. Par contre, je pense que quand tu rentres un mot de passe, il y a toutes les lettres qui vont être énoncées. Donc si tu le fais, il vaut mieux pas le faire sans écouteur. C'est un peu comme ce qui s'est passé pour les distributeurs bancaires, les DAB. Pendant très longtemps, en fait, quand on tapait pour les personnes aveugles, ça donnait le code vraiment à haute voix. Et ils ont mis du temps. Je pense que c'est arrivé assez tardivement, je crois presque dans les années 90, vraiment aux États-Unis en premier, où ils ont permis enfin de mettre des écouteurs. Donc c'est peut-être ça que je pense que peut-être qu'ils ont des habitudes de quand je vais taper mon mot de passe, je suis avec mes écouteurs. Merci. Bravo et merci pour cette présentation. J'ai beaucoup apprécié le parallèle avec le vélo. Il y a une question que je voudrais vous poser sur le ROI, le retour sur investissement. Je suppose que c'est un sujet qui n'est pas facile à vendre en interne avec tout le monde. Comment est-ce que vous y êtes pris ? On se dit, déjà, on a pris ça sous le format, c'est une obligation légale, donc ça va le devenir. Et en fait, le fait de rendre un site plus accessible, ça va t'amener plus de personnes sur le site. Et nous, typiquement, notre indicateur, ça va être ça. Et niveau SEO, être plus accessible à tout le monde, en fait, c'est plus vendeur, en fait. Mais voilà. Mais c'est quand même pris pour l'accessibilité. C'est une feature qu'on peut faire à la fin, et donc il a fallu quand même se battre. Et voilà.
Donc, on a dû se battre. Merci. Merci beaucoup pour ta présentation. Et le truc d'accessibilité, ça reste toujours intéressant de l'avoir et d'établir dans notre process de design. Et j'ai une petite question. Je pense qu'en termes d'accessibilité, il faut mentionner aussi le type d'image. Est-ce qu'affirmatif ou décoratif, est-ce que cette halte-là de type d'image entre dans les critères d'accessibilité ou pas? Oui, oui, complètement. Si c'est une image juste décorative, il faut vraiment que ce soit pas, ce soit un peu invisible pour les technologies distance. Donc là, tu vas mettre un aria hidden ou aria, un alt vide. C'est vraiment s'il y a de la pertinence que tu vas l'ajouter. Donc finalement, chez nous, sur les images, on les met que quand c'est l'image principale, mais sinon, on le met presque pas. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci énormément.